Mesdames, Messieurs, vos calepins et vos stylos pour cette rubrique. Ouvrez les guillemets, Modeste Forosso, bonjour. Bonjour, Landry Salama. Vous recevez ce matin Gaston Zossou pour nous présenter son ouvrage, La femme au portefeuille. Oui, Gaston Zossou, ancien ministre, ancien porte-parole du président Kérékou, du gouvernement Kérékou, aujourd'hui directeur général de la Loterie nationale du Bénin, mais qui n'a pas perdu ses vieilles amours avec la plume et le livre. Il nous revient encore cette fois-ci après un certain nombre de romans avec La femme au portefeuille qui est sorti en janvier dernier. Nous y sommes, nous allons présenter avec lui. Pour un premier constat du lecteur que j'ai été de ce roman, c'est une sorte de curiosité syntaxique de par son titre. C'est aussi une maturité romanesque pour son auteur, mais il se révèle un joyau littéraire de par l'usage précautionneux mais violent de la langue, mais aussi le phrasé délicat dans lequel est rendue une intrigue potentiellement enchâssée qui puise sa profondeur dans la réalité de nos amertumes et dans le miroir de nos réalités quotidiennes. Et cela donne La femme au portefeuille. Gaston Zossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Ce qui frappe, je vais le dire, avant La femme au portefeuille, vous aviez écrit La guerre des choses dans l'ombre, vous aviez écrit Crabe de métal pur, ces gens-là sont des bêtes sauvages, un os dans la gorge des dieux, les enfants du sable. Ce qui frappe à la lecture de vos romans ou de vos textes, c'est le choix judicieux des titres. Le temps que vous mettez, le temps vous est-il nécessaire à choisir le titre et à écrire le roman? Je ne crois pas qu'on mettrait autant de temps pour baptiser un enfant qu'il en faudrait pour le concevoir et le porter. Seulement que le choix du titre est une chose importante. C'est un peu la vitrine du magasin. C'est la meilleure manière de s'y aller ou de suggérer plus ou moins fortement ce qu'il y a à l'intérieur de l'histoire. La femme au portefeuille, c'est le récit mordant, je le dis bien mordant, de Ramat qui, déjà à 12 ans, avait l'intime conviction que son corps est un outil de conquête et que son sexe lui ouvrirait les portes du monde. Sa cousine Fatima l'encourage. Sa grand-mère l'a mis en garde en vain. Mais après un brillant cursus scolaire et académique, elle se lança dans la vie professionnelle. Ses problèmes, elle le règle avec son corps. Ses ambitions professionnelles et politiques, elle les réalise en usant de son sexe. Mais mal lui en a été pris. Quelle est la suite de l'histoire? Jusque elle s'est satellisée, les hommes, que dans le contexte qui est le mien, j'appelle les mâles, M-A accent circonflexe L-E, comme un portefeuille de sponsors qui la porte L-O, jusqu'au moment où elle atteint la hauteur à partir de laquelle elle entre en compétition avec ses propres sponsors. Le président de la République. Ou légèrement en dessous, les gens puissants, voilà. Et là, quand vous êtes en compétition avec vos propres sponsors, il faut monter d'un cran dans l'usage de son arsenal de guerre. Comme vous dites si bien, elle a fait usage de son corps à titre principal, mais aussi de pratiques, je dirais, paranormales, pour ne rien dire de particulier qui pourrait être un préjugé. Disons les choses par le nom de la mystique. Elle a été membre d'une secte de femmes. Voilà, pour pousser son dossier, je pense que même si c'est dans le mal, j'ai voulu peindre ce que j'appellerais la volonté de puissance. Celle même qu'a évoquée Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, je vais y aller, je vais y aller. Je paye le prix, mais j'y vais. La fin justifie les moyens. La fin justifiera les moyens. C'est cette rage de faire, cette rage de gagner qui fait peut-être que l'on démantèle les normes morales. C'est de cette rage, cette envie de faire, cette volonté inouïe qui fait que les plus grosses difficultés tombent comme des toiles d'araignée sur l'avancée de l'éléphant. C'est de cette force qu'elle s'arme pour atteindre son but. Elle a un parcours impressionnant. Ambassadrice, ministre. Elle voudra devenir présidente de la République et rivaliser avec son chef, mais elle mourra. Elle mourra à la suite d'un petit abcès
à l'œil gauche qui, au bout d'un mois, s'est révélé être une furoncle à triple poche, une infection bactérienne. J'ai bien envie de vous demander de quoi est-elle morte? Parce que je parlais de sa grand-mère. Sa grand-mère lui disait, il faut ne pas aller à 41 hommes. On n'arrive pas à accoucher avec 41 hommes. Sa cousine Fatima l'en encourageait. Aujourd'hui, de quoi Ramat est morte? Est-ce que d'avoir franchi les 41 hommes ou simplement d'avoir usé chaque fois du mal pour atteindre les objectifs? Vu par moi ou senti par moi, elle n'est pas morte. Elle a été désarmée. Le sort qui lui a donné, l'arme, le capital du corps, physique, la beauté, la volupté, le charme, la plasticité, l'élégance, tout le reste, ce sourire qui fait lever le soleil sur son visage, ce dont elle s'est servie pour soumettre le monde, cet arsenal, elle a été simplement désarmée. C'est-à-dire que l'outil du crime, si le mot n'est pas trop fort, lui a été récupéré par le propriétaire de l'outil. On dira le sort, on dira la destinée, on dira Dieu pour le croyant. Elle a été désarmée. Quel est l'intérêt pour vous de désarmer votre personnage principal à la fin? Juste pour me dédouaner du risque qu'il y aurait qu'on pense que j'ai fait l'apologie du mal. Puisqu'en faisant du mal, je l'ai laissé monter, si à la fin je ne la punissais pas si je ne la déconstruisais pas, on pourrait retenir que j'ai fait l'apologie du mal. Mais si, en lui permettant de faire un parcours même fulgurant et impressionnant, en usant du mal, à la fin, je la fais descendre, c'est comme si j'attirais plutôt l'attention de mes lecteurs sur le fait que le mal ne permet pas de gagner vraiment ou de gagner longtemps. Des mots lyriques, assez lyriques pour décrire le mal, une plume sans enflure pour parler du sexe, libertinage, mystique, pour réaliser des ambitions politiques, il faut le rappeler, elle est déjà à 23 hommes quand elle avait 16 ans, 33 quand elle a 24 ans. Pourquoi cet imaginaire et pour quel objectif littéraire? J'ai bien envie de demander. Est-ce que ça part d'un imaginaire fictionnel ou d'un imaginaire réel? Je dirais que ceci est une synthèse de la rumeur sociale. Ce que l'on entend à gauche et à droite, qui pourrait être vrai et qui bien souvent n'est pas vrai, mais qui constitue notre imaginaire collectif, que j'ai récupéré et que j'ai essayé de mettre dans une trame que les spécialistes appellent roman, et je compte. Je pense que c'est la rumeur, c'est une synthèse de la rumeur, c'est une synthèse de tout ce qui se ronchonne, de tout ce qui se chuchote sur un type de personnalité dans la société. Et je suis convaincu que chaque société du monde, chaque pays du monde a sa ramasse. Castor Osu, c'est avant un homme politique. Vous connaissez les coulisses de la politique. Vous avez pratiqué les arcanes du pouvoir. Est-ce que vous n'allez pas nous dire qu'il y a des femmes dans le monde politique réel qui arrivent à des ambitions, qui arrivent à réaliser des ambitions pareilles? J'applaudis, mais j'en sais rien. Je ne peux pas servir de preuve. Ce roman est une sorte de ce que les Anglais appellent le working prose. Il s'écrit sous les yeux du lecteur. Le lecteur n'a pas envie de lâcher avec un usage prononcé du passé simple et du subjonctif imparfait. Quel est votre rapport avec l'écriture? Quelle relation entretenez-vous avec l'écriture? On connaît vos rapports avec la politique, mais quel rapport, quelle mysticité y a-t-il entre vous et l'écriture? Merci beaucoup. Je suis une personne, je crois, imaginative. Je ne m'ennuie jamais parce que quel que soit mon environnement, je me laisse aller à des jacasseries mentales qui ne cessent pas. Je vais dans tous les sens. L'écriture, le roman, consiste à maintenir dans une logique relative cette jacasserie mentale, cette imagination débridée. Donc c'est la contention de l'imaginaire dans la logique et la rigueur de la langue qui, de mon point de vue, fait le roman et fait la littérature. La contention
de l'imaginaire, de l'imagination, de la fantaisie, dans une relative logique, mais aussi dans une rigueur linguistique. J'ai bien envie de partager avec les téléspectateurs un extrait qui montre la portée et le lyrisme de votre plume. Je cite, c'est à la page 172, le remords est la pire des imbécilités. Il est l'inverse de l'esprit de suite. C'est une tromperie de soi-même par soi-même, une dissidence du parti oudi par son père fondateur lui-même, un schisme du souverain pontife lui-même, un coup de pied du prêtre vaudon à sa monticule de fétiche puissant, un festin de rôti de porc sous l'égide de l'imam central, un serment de l'ivrogne à la sobriété, une fausse promesse faite au bien, un rendez-vous sûr donné au mal, une rupture brutale, mais un gage de fidélité à sa vieille prostituée. Jamais la mue de la vipère ne lui changera de nature. Son venin demeurera mortel tant qu'elle vivra. Elle frappera de ses crochets le talon hasardeux. Dernière question. Ramad, c'est tel un personnage que vous aviez créé simplement pour nourrir votre phobie romanesque, ou c'est l'état de notre société en déliquescence? Non, pas du tout. Je ne parle surtout pas de déliquescence. Je ne crois pas en une déliquescence qui a pu rendre le monde aujourd'hui moins vertueux que le monde d'antan. Je suis convaincu, comme le philosophe, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous regardons aujourd'hui comme le mal, c'est juste ce qui est dans notre champ de vision. Le mal, les excès, la perversité, l'envie, la haine, la jalousie. Et ces choses ont toujours existé. Il suffit de regarder l'histoire ou de lire les livres saints pour savoir que rien n'est récent. Tout est vieux. Nous, aujourd'hui, nous faisons du recyclage de l'existant. Gaston Zossou, actuel directeur général de la Loterie nationale, merci beaucoup. Ce roman, La femme au portefeuille, au-delà d'un simple roman, c'est une posture psychanalytique et une posture déconstructionniste de certains mots ou de certaines phrases, de certains mots, et mots MOT de la société, l'envie, la folie, le roman, ainsi de suite. À lire absolument. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Landry. Oui, vous permettez juste une petite question, puisqu'on ne peut pas vous avoir sans des questions politiques, Gaston Zossou. On vous a vu récemment venu, en guillemets, à la rescousse du gouvernement à travers une émission. Est-ce qu'il y avait véritablement feu, comme on le dit, pour qu'on puisse dire, venons peut-être voir Gaston Zossou, ancien porte-parole du gouvernement de Mathieu Kérékou, pour venir quand même dire un mot sur... De mon point de vue, il n'y a ni feu, ni rescousse. Il y a simplement que, comme le disait juste avant moi M. Laleye, que la double parole, la triple parole, c'est infiniment plus fécond que la parole unique. Donc il est bien que quand les uns parlent, que les autres soient autorisés à placer leur propre vérité à côté de la leur, afin que le grand nombre discerne. C'est le but de l'opération. L'exercice va-t-il se répéter? Si on vous demandait de noter un peu l'an 1 de la gouvernance de Patrice Talon, que diriez-vous, Gaston Zossou? J'ai dit à une certaine occasion, et là je répétais un camarade que j'ai entendu, pour bâtir haut, il faut creuser profond. Mais pendant qu'on s'acharne à creuser profond, que l'on met des gravillons, qu'on met du béton, qu'on fait les semelles et les déviers, le passant distrait ne voit pas. Mais un jour, le rez-de-chaussée surgira et les 20 étages supplémentaires montera pour le bonheur de tous. Ce que nous ressentons aujourd'hui, je le sais, de mon point d'observation, qu'il s'agit de douleurs d'enfantement. Dans quelques petits mois, on verra le bébé et la femme qui a eu mal, qui a hurlé, qui a griffé son matelas, qui a peut-être maudit le semencier qu'à son mari, va sourire à l'enfant et repartira pour une belle vie. Donc patience pour nos populations, ça marchera, c'est ce que vous dites. Je dirais même plus patience, courte patience. D'accord. Merci à vous Gaston Zossou. Je rappelle que vous êtes actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Vous étiez donc l'invité de Modeste Forossou dans la rubrique Ouvre les guillemets pour nous présenter votre ouvrage La femme au portefeuille, disponible dans les librairies, je crois, dans toutes les librairies. Voilà, merci à vous et bonne journée.